Les gens doués ont un ressenti qui est peut-être plus fort que les autres. C'est de l'intuition, mais c'est une intuition décuplée. Et puis, on leur dit mais non, mais non, mais non. Donc, les adultes doués réfrènent cette intuition. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver pour passer cette heure en votre compagnie. Nous allons parler des enfants et des adultes surdoués. Alors on verra si on est d'accord avec le terme ou pas au cours de cette émission. Et avec mon invité Ariel Ada, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes psychologue, spécialiste des problèmes des enfants et des adolescents appelés surdoués. D'ailleurs, vous n'avez écrit que sur le sujet. Oui, bah oui. Oui, parce qu'on c'est vraiment votre sujet, on creuse, ouais. Et puis j'étais une des premières, alors c'était un terrain vierge à explorer, donc il y avait beaucoup de choses à faire, donc on pouvait y aller, il y a toujours quelque chose à trouver. Ouais. Bon, depuis, c'est un sujet qui est devenu très galvaudé et populaire. Ah oui, maintenant c'est... Grâce à la télévision, les réseaux sociaux, oui, les séries, enfin... Ah oui, les séries, oui, ça a beaucoup joué ça. Parce que les adultes aussi, enfants, adolescents, je vois les adultes aussi. Oui, parce que les enfants surdoués deviennent des adultes. Oui, et longtemps on a cru que c'était fini, que ça rentrait dans l'ordre. Au début on croyait ça. Hein. Ah oui ? On croyait que ça allait rentrer. Ils étaient en avance, et puis finalement ça allait se tasser. Ils étaient simplement en avance. C'est ce qu'on pensait, précoce, on disait précoce. Oui, alors c'était ça, c'était la précocité. Et ça allait se tasser. Alors qu'en fait, ça reste des adultes. Et c'est longtemps après qu'on s'est occupé des adultes. Et moi, je m'en suis occupée assez vite, parce que je voyais des adultes, et je voyais bien que c'était la même chose par rapport aux gens qui n'étaient pas dans cette partie de la population, là, au bout de la courbe. Il y a des spécificités quand même. Et c'est une grille de lecture. Voilà, c'est une grille de lecture pour le comportement des gens. Est-ce qu'il y a beaucoup d'adultes doués qui sont passés sous les radars et qui ignorent même aujourd'hui encore leur situation? Oh, énormément. C'est fou ça, hein? Énormément. Alors, c'est à l'occasion, parce que j'ai des gens qui ont la cinquantaine qui m'appellent. 50, 60, et qui disent, voilà, on m'a dit, j'ai lu, je suis tombée sur une vidéo, et voilà, je voudrais passer un test. Mais beaucoup de gens qui ont la cinquantaine, c'est étonnant, ils ont fait leur vie professionnelle, au moins une partie, et ils sentent des décalages, il y a quelque chose qui ne va pas. Souvent, ils font un burn-out. C'est ça qui les amène à consulter? C'est le burn-out qui les amène. Ouais. Parce qu'ils voient des psys, des psychologues, des psychiatres, et puis il y a quelqu'un qui dit « Ah, mais peut-être », et voilà, ils sont sur la piste. D'accord. Mais souvent, c'est un burn-out, c'est malheureux. Hein. Et qu'est-ce que vous leur faites passer comme test à ce moment-là? Il y a un seul test qui s'appelle le VAIS, qui est la forme adulte du WISC, qui était d'ailleurs le premier test dans cette forme-là, WISC et VAIS, par un psychologue américain. La première forme, c'était pour les adultes. Et c'était un test clinique d'ailleurs, puisqu'on pouvait détecter certaines détériorations, certaines choses. Et c'est ce test le plus classique. Moi, je fais un test de personnalité pour enrichir un petit peu, savoir comment les gens vivent leur vie, vivent leurs problèmes. Et qu'est-ce que ça évalue, ce test? Alors, il y a 4 échelles, et ça évalue par rapport à une population du même âge, même pour les adultes. C'est une fourchette de 10 ans. Au début, c'est 5 ans, après, c'est 10 ans, dans une fourchette de 10 ans, parce qu'il y a des choses qui diminuent un petit peu. La rapidité, par exemple, ça diminue un petit peu. Ça évalue la compréhension verbale, un raisonnement plus abstrait dans l'espace, la mémoire, et puis... quelque chose qui est de mémoire immédiate, et puis capacité d'attention. Voilà. Et puis après, on a une échelle globale qui est la moyenne statistique de l'ensemble. Donc il y a 4 échelles qui peuvent être un peu hétérogènes. Alors vous publiez de l'enfant adulte, de l'enfant à l'adulte doué, construire sa personnalité chez Odile Jacob. Longtemps, on a cru que les enfants doués étaient surtout caractérisés par leur attitude à poser sans cesse des questions portant sur des sujets les plus divers, ce qui épuisait les professeurs et les parents. Et ça, c'était la caractéristique des enfants doués ou surdoués. Oui, quand ils s'autorisent à poser des questions, parce que parfois ils s'aperçoivent qu'on ne leur répond pas, ou qu'on ne sait pas, ou que... Oui, mais alors après, ils se contrôlent. Bah après, ils savent lire. Et puis après, ils vont sur Internet. Maintenant, ils vont sur Internet. Et avant, je disais, on leur achète une encyclopédie, comme ça on est tranquille. Oui.
leur apprend à lire. Ils apprennent à lire très tôt en plus, parce qu'ils ont bien vu que c'était la clé de la découverte, la clé de la connaissance. Et puis ils ont cet esprit qui permet d'apprendre à lire, esprit rapide, d'intégrer. Donc ils apprennent à lire tout seuls. Les parents disent, je ne sais pas comment il a appris à lire. Il savait lire en maternelle, mais je ne sais pas comment. À tel point que moi, quand les enfants ne savent pas lire à 6 ans, je dis, comment il ne sait pas lire? Mais il n'a pas encore appris, mais moi, ils savent lire très très tôt, et alors après, ils dévorent. C'est encore les seuls qui lisent. Oui. Et ils lisent tout, surtout. Ils lisent tout, ils lisent des magazines, ils lisent des romans, ils aiment les romans, la science-fiction, ils aiment tout, ils dévorent. Les livres de super-héros. Oui. Alors pourquoi, d'ailleurs, les livres de super-héros, c'est tellement important dans leur univers? Parce que c'est celui qui réussit et c'est celui qui met de l'ordre. Et les enfants doués, les adultes aussi, c'est pour ça que c'est important, ont un grand souci d'ordre, mais d'ordre au sens global. C'est-à-dire que le chaos, le désordre, n'importe quoi, on ne sait pas à quoi on va s'attendre, tout peut arriver parce qu'on ne maîtrise rien, ça ils détestent. Et le super-héros, il arrive, il est capable de mettre de l'ordre, il est capable de sauver les gens, d'arranger le monde. Et dans les livres de science-fiction d'avant, il y avait toujours ces gens qui avaient comme une mission qui était de sauver la planète, de sauver l'humanité. À l'échelle cosmique, c'est ça, on sauve l'humanité. Ouais. Et les enfants doués adorent, comme ils adorent les héros qui ne sont pas de science-fiction. Ils adorent, je ne sais pas, Bayard, les héros du Moyen-Âge sur leur cheval et qui partent. Ils aiment les preux chevaliers. Ils aiment les preux chevaliers. Le terme enfant doué est un piège, comme celui de atypique, et le pire pour vous, c'est HPI, qui est le terme, donc le dernier terme médiatisé, et vous dites que c'est une terrible dénomination. Alors pourquoi? Tout ce qui est sigle est réducteur, parce que ça englobe beaucoup de choses. C'est pour ça, moi, je dis doué. Parce que je dis on est doué, on peut être doué pour la musique, doué pour le dessin, on est doué pour la danse, on est doué. Et on est doué aussi pour réfléchir, pour avoir des idées, pour raisonner. C'est un don qu'on a reçu et qu'on fait fructifier, plus ou moins. Mais voilà. Tandis que si on dit au potentiel intellectuel, c'est à la fois abstrait, réducteur. C'est d'ailleurs, pour tout, on dit... On met tout maintenant, on dit TDA pour trouble de l'attention, TDAH, c'est avec hyperactivité. Je sais pas, c'est comme les vitamines, quoi. Il y a quelque chose. Oui, mais en tout cas, ce sont des sigles qui sont très populaires aujourd'hui. Oui, parce que c'est facile. C'est facile. C'est plus un langage. C'est simplement une suite de lettres, ça n'est plus un langage. Ça devient abstrait, je dis réducteur, je trouve que c'est réducteur. Donc vous utilisez doué, les anglo-saxons utilisent la douance. Oui, les Canadiens disent douance, les anglo-saxons disent gift, les Espagnols superdotado. Oui. Mais déjà dans superdotado, il y a la notion de quelque chose en plus. Oui, alors je ne sais pas maintenant, c'est parce qu'il y avait un livre qui avait été traduit en espagnol et ça s'appelait les superdotado. Ça m'amusait, j'étais ravie de voir ça. Mais si on dit doué, il n'y a pas la notion de plus que des autres en fait. Quand on voit, par exemple, un enfant qui dessine très bien, on dit il est vraiment doué. Ou il est vraiment doué pour le sport. C'est quand même quelque chose de plus. Quand un enfant est vraiment doué, un adulte est vraiment doué, un comédien est vraiment doué, ou un chanteur, un musicien, ce sont des gens qui sont vraiment doués. On ne peut pas, avec tout le travail qu'on pourrait faire, on ne pourra jamais les égaler. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ce don que l'on fait fructifier, mais il faut être vraiment doué, c'est ça. Ça reste plus humain qu'un sigle. De toute façon, on ne sait jamais, quand vous lisez des choses avec des sigles, vous ne comprenez plus rien. Vous lisez certaines circulaires, vous ne comprenez rien du tout. Longtemps, c'était évalué par le QI. Tempéré aujourd'hui par le QE. Alors ça... Oui, j'ai vu que dans votre livre, vous en mettiez une couche.
Oui, ça, que c'est subjectif. C'est le quotient émotionnel. Voilà, alors les gens disent « Ah ben je suis hypersensible ». Alors, je suis hypersensible, mais ça devient aussi un peu trop réducteur aussi, hypersensible. Tout le monde est sensible, enfin, il n'y a que des gens, des gros durs qui encaissent sans rien, mais c'est une échelle de sensibilité. Bon, c'est pas spécifique. Il y a des gens qui disent je suis pas doué mais je suis hypersensible et qui demandent aussi un test pour savoir ils ont ce quotient, enfin pour mesurer le quotient émotionnel. Alors il y a des tests, mais ça me paraît tourner autour du sujet. En fait, les gens ont un ressenti. Les gens doués ont un ressenti qui est peut-être plus fort que les autres. Et ce ressenti. Mais c'est quoi? C'est de l'intuition? C'est de l'intuition, mais c'est une intuition décuplée, c'est-à-dire qu'ils le ressentent à travers tout leur être. Comme on peut très bien souffrir pour quelqu'un, on le voit souffrir, on souffre, une espèce de compassion, d'empathie, de choses comme ça, on le ressent, mais ils ressentent aussi les émotions des gens, ils ressentent aussi l'agressivité, la méchanceté, même quand c'est masqué. Certains enfants, par exemple, réagissent quand la maîtresse est un peu doucereuse. Elle dit mais non, les enfants doués je connais bien, mais en fait elle est furieuse, d'abord parce que les siens ne le sont pas, et puis parce que ça l'agace d'avoir un gosse qui risquerait peut-être de la coincer sur quelque chose, donc elle essaye de le faire taire mais elle veut pas le montrer, et l'enfant ressent ça, il le reçoit 100%, quoi, il le reçoit complètement, il ressent, il décèle l'agressivité, ils ont une intuition à propos des gens qui est absolument fulgurante. Et puis on leur dit mais non. Donc les adultes doués réfrènent cette intuition et ils se font avoir. Voilà. Alors que non, il faut suivre son intuition. Il faut toujours suivre son intuition, toujours. Tout le monde me dit ça. Et il y a des gens qui ont, par exemple, se sont associés à d'autres en disant mais je le sentais pas, mais je me suis dit non, je devrais m'associer. Et ils se font avoir. L'associé part avec les clés, part avec le matériel, part avec les clients. Enfin, il part avec ce qu'il peut et il les laisse sur la paille et c'est eux qui doivent tout payer. Et il disait mais je le sentais, j'ai pas écouté mon intuition. Il le ressentait pas. Il ne le ressentait pas, oui. Il ressentait que ça n'allait pas, quoi. Ouais. Et c'est un ressenti. Et c'est un ressenti qui peut même parfois se traduire physiquement, par des frissons, par quelque chose. Physiquement, il y a une réaction quand le ressenti est très fort. Il faut se fier à son intuition. Et ça, c'est valable pour tout le monde. C'est valable pour tout le monde. Mais les enfants l'ont. Mais il y a des bébés qui hurlent face à certaines personnes parce qu'ils sentent que la personne n'est pas bien, ou n'est pas bien pour leurs parents, par exemple. Ouais. Et après, la raison, ils se raisonnent, mais non, il faut pas. On leur dit, mais non, pourquoi tu dis ça, c'est pas vrai. Et tu n'as pas besoin, rien ne justifie ce jugement. Donc ils se disent non, on a raison, et ils ne croient plus à ce qu'ils pensent, et voilà. De l'enfant à l'adulte doué, construire sa personnalité chez Odile Jacob, c'est le titre du livre de mon invité Ariel Hadda, qui est psychologue spécialiste des problèmes des enfants et adolescents, appelés surdoués ou doués, d'ailleurs, puisque vous utilisez le terme de doué. Oui. On parlait de l'intuition tout à l'heure, mais bon, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il faut suivre son intuition. Absolument, sans réticence. Ouais, c'est la base. Sans réserve, sans réticence. Le souci d'harmonie constitue dès l'enfance une des caractéristiques principales des personnes douées. Il s'agit même d'un besoin essentiel. Alors, harmonie de quoi? Harmonie de tout, harmonie des relations, déjà. Ils n'aiment pas l'agressivité. Ils ont besoin que ça se passe bien. Quand on fait un test justement aux enfants, ils recherchent l'harmonie de relation pour être à l'aise, pour être en confiance. Ils se sentent mal à l'aise quand ils sentent de l'agressivité justement, ou de la méfiance, ou de la froideur. C'est de l'harmonie vraiment des relations. Et j'ai l'impression que c'est aussi l'harmonie du monde. C'est-à-dire qu'ils détestent le chaos, ils détestent le désordre. Et c'est pour ça que les héros sont intéressants pour eux, parce qu'ils remettent de l'ordre. Ils détestent le désordre. Et
l'harmonie, on la retrouve partout. Je dis que, par exemple, ils peuvent contempler l'harmonie dans la nature, et que c'est vrai, dans la nature, si vous regardez une fleur, un insecte, la fleur, elle est superbe. Quand vous la regardez, elle suit un ordre géométrique, un ordre, enfin, toutes sortes de lois qu'on ne connaît pas, mais qu'on ressent. Et ça, et les enfants doués, les gens doués, sont très sensibles à cette harmonie. Et c'est pour ça qu'après, ils deviennent musiciens ou peintres, quand ils ont ce don-là, parce que l'harmonie est quelque chose qui prime. Et à côté de ce souci d'harmonie, eh bien, il y a le besoin de cohérence. Très important, le besoin de cohérence. Ça va avec l'harmonie. Il faut que ce soit logique. Il faut que les choses s'enchaînent logiquement. Il faut que les réactions soient logiques. La cohérence, il faut que tout soit en ordre. C'est-à-dire, un événement doit trouver sa place et pas être tombé comme ça. Il faut qu'on lui trouve des explications, qu'on trouve ce qui s'est passé, ou le comportement des gens. Il faut que ça soit justifié, sinon c'est le désordre. C'est un petit peu le même principe que l'harmonie, mais il faut que les choses soient logiques et ordonnées. Quand une réaction est illogique, elle désarçonne, et ça veut dire aussi que tout peut arriver. Et quand je fais des conférences et je parle de ce besoin de cohérence, après les gens disent, mais quand je vous ai entendu, je me suis reconnue, c'est vraiment ça qui est essentiel pour moi, c'est le besoin de cohérence. Il faut que les choses soient fluides, s'enchaînent bien, avec une logique. Il y a la logique qui doit présider. C'est pas la logique pure et abstraite, c'est un enchaînement logique des événements. Oui, la fluidité, ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà, on peut prévoir un peu ce qui va arriver, ça s'enchaîne. Ils ont besoin de ça. Alors, vous le disiez tout à l'heure, les enfants doués méconnaissent la jalousie. Pourquoi c'est un sentiment qui leur est inconnu? Les gens doués aussi sont plutôt généreux. Ils auraient plutôt tendance à se réjouir du bonheur des autres. Tandis que les jaloux pensent que ce n'est pas juste. L'autre a quelque chose que eux n'ont pas, et ça n'est pas juste. Et au lieu d'essayer de faire quelque chose ou de travailler mieux, ils pensent qu'on peut embêter celui qui a bien réussi parce que il a été davantage gâté par la nature. Et je disais les jolies femmes. Alors une jolie femme intelligente, c'est une catastrophe, parce que les autres peuvent leur en vouloir, elles ont tout pour elles, mais c'est une catastrophe. Et même des hommes peuvent être jaloux d'une fille qui est plus intelligente, qui a des idées qu'ils n'ont pas, au travail par exemple. Et cette jalousie, elle est très destructrice. Parce qu'ils pensent qu'ils ont raison. Ils se trouvent de bonnes excuses. Donc ils justifient leur jalousie. À leurs yeux, c'est justifié. Donc ils n'ont pas tort, ils sont bien, ils sont dans le bien quand même, puisque c'est justifié. Mais alors que quelqu'un de doué ne connaît pas du tout la jalousie. Non, enfin cette jalousie-là, jalouser quelqu'un qui a réussi quelque chose qu'ils n'ont pas réussi, ils se disent c'est moi qui me suis mal pris, c'est moi qui ai raté, mais il n'y a pas cette envie. Non, ils ne sont pas jaloux, ils se réjouissent plutôt du bonheur des autres. De piquer à l'autre ce qu'il a qu'eux n'ont pas. Voilà, ils n'ont pas cette idée de les autres ont quelque chose qu'ils n'ont pas, donc c'est pas juste, c'est mal réparti. C'est un sentiment qu'ils ignorent, aussi bien les enfants que les adultes. Donc quand ils sont victimes de jalousie, ils ne le voient pas venir parce qu'eux ignorent ce sentiment. Oui, il y a autre chose qu'ils ignorent, c'est la trahison. La trahison de leurs amis ou de leurs parents, ou de leurs profs. Oui, parce qu'ils ont fait confiance. Tout ça vient de l'harmonie aussi. Une trahison, c'est une rupture. Donc, ils ont un ami, ils font confiance, voilà que l'ami les trahit, il part avec d'autres. C'est le monde qui s'effondre. La trahison, c'est le monde qui s'effondre. Mais d'ailleurs, dans la trahison amoureuse, quand quelqu'un découvre que son partenaire le trahit, ça peut être le monde qui s'effondre. Parce qu'on fait confiance à quelqu'un et tout d'un coup, tout ça s'écroule. Et ça, c'est... Là, voilà, qu'on parle d'émotionnel, de QI émotionnel, là, pour eux, c'est vraiment une déroute totale. Enfin, on voit des enfants complètement défaits parce que leurs amis les ont trahis avec d'autres. Et puis avec les gosses, ils se piquent leurs amis, surtout les petites filles.
elles se piquent leurs copines, elles sont jalouses, elles se piquent les copines. Enfin, ça prend parfois des proportions. Les meilleures copines. Oui. C'est puis ma copine. Oh, mais c'est terrible, là. Et alors, parfois, les petites filles douées s'effondrent complètement, elles sont défaites, elles sont malades, elles sont en larmes. Plus rien ne tient. Et puis, une trahison, ça veut dire qu'on ne peut plus faire confiance à personne. Ah oui, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que ça peut recommencer. À qui se fier? Si quelqu'un en qui on croyait se dérobe comme ça, fait défaut, alors à qui on peut croire? Et là, quand c'est les parents, alors là, quand c'est la trahison des parents, c'est aussi un effondrement. Mmh. Alors, il y a une thématique qui les intéresse, c'est celle de l'injustice. Ils réagissent vivement à l'injustice. Ça leur est proprement insupportable, ce qui les met parfois à se mettre dans des situations impossibles en classe. Pourquoi cette... je dirais, j'ai l'air de radoter, parce que c'est toujours la même chose, c'est toujours l'harmonie, c'est toujours la cohérence. L'injustice, c'est le désordre. C'est pareil, tout peut arriver. L'injustice, c'est vraiment, ça n'est pas juste. Quelqu'un est puni ou ils sont punis alors qu'ils sont 3 ou 4 à avoir fait des bêtises, il y en a un qui est puni. C'est un désordre absolu, c'est-à-dire qu'on ne peut plus se fier à personne, rien ne va plus. Et d'ailleurs, chez les adultes, ce besoin de justice les amène justement à adopter des métiers où on remet de l'ordre. Et on fait régner la justice. C'est ça qui les anime. Alors on peut les retrouver dans les ONG, par exemple. Oui, et puis les policiers, les juges, c'est plus aléatoire, mais les policiers, oui, enfin des gens qui ont, ou même les militaires, quelque chose qui ont besoin de mettre de l'ordre et de réparer les injustices et de défendre les faibles par rapport aux forts. De rétablir cette justice, justement, pour que tout le monde soit reconnu pour ce qu'il est. Donc il faut des gens pour reconnaître, pour aider à reconnaître ceux qui sont trop faibles pour se défendre. Oui, c'est ça, c'est défendre le faible. Défendre le faible. Et effectivement, l'humanitaire, c'est ça. C'est défendre ceux qui sont démunis, qui ne peuvent pas se défendre, qui ont besoin d'aide, qui sont dans un tel état de misère qu'ils ne peuvent plus s'en sortir. Oui, c'est ça, les humanitaires. Et d'ailleurs, parfois, on exploite cette générosité de cœur, c'est exploité. Il y a des gens qui sont dans l'humanitaire, on les exploite à fond, ils sont sur les genoux, on joue là-dessus, quoi. Oui, même dans l'humanitaire, on les surexploite, quoi. On les exploite, oui, j'en ai vu. Ils sont complètement épuisés. Parce qu'on joue là-dessus. Voilà, la misère. Oui, j'en vois un certain nombre. Ils sont doués d'ailleurs, mais on n'en est plus là. On en est au fait qu'on les a épuisés jusqu'à la moelle, ils ont tout donné. Et comme c'est inépuisable, c'est un puits sans fond, la misère. Dans certains endroits, ça ne sera jamais fini. On ne peut pas sauver le monde, de toute façon. On ne peut pas sauver le monde. Non. Et eux, ils donnent, jusqu'au dernier souffle. Alors, est-ce que les personnes douées ont un mode de pensée différent? Ils vont plus vite. Ils vont très vite. Ils sautent les étapes. Je dis, c'est comme un métro qui ne s'arrêterait qu'aux correspondances. Ils vont très vite. Et d'ailleurs, les études ont montré que il y a plus de synapses, enfin ça va plus vite. Les cellules gliales, enfin celles qui permettent la transmission de neurone à neurone, il y en a plus. Et enfin, le tissu nerveux dans le cerveau est propice à cette rapidité. Donc ils vont très très vite. Alors, ça diffère évidemment des autres, mais ils arrivent à des conclusions immédiates alors que les autres mettraient du temps parce qu'ils procéderaient étape par étape. Et aussi, ils ont une plus grande capacité de synthèse. Alors, on peut faire 2, 3 idées, 2, 3 notions, on remarque des choses et on les remarque, et puis on arrive à en faire une synthèse pour arriver à aller dans un sens donné, mais au travail c'est souvent ça, hein. Et eux
peuvent synthétiser beaucoup plus de données. L'exemple, c'est les médecins. Les médecins qui peuvent tenir compte d'un grand nombre de symptômes, justement, parce que... Et là, ils ont un diagnostic plus juste en tenant compte de tous ces symptômes. Mais sinon, on peut laisser de côté certains symptômes en disant ça rentre dans rien. Puis, enfin, non, pas du tout. Alors, je dirais, c'est mieux, c'est plus efficace. C'est plus rapide, plus efficace. Donc, ils ont une pensée plus rapide. Beaucoup plus rapide, et avec cette capacité de synthèse qui est plus grande. Et en même temps, la rapidité, la capacité de synthèse, c'est propice pour l'émergence d'idées nouvelles. En faisant des synthèses, en allant très vite, il y a eu des idées. C'est comme ça qu'on fait des découvertes. Comment on peut faire des découvertes? Et les gens qui font des découvertes, que ce soit quelque domaine que ce soit sont des gens doués. Parce que tout d'un coup, ils ont fait des synthèses rapides, ils ont perçu des choses que les autres ne perçoivent pas, et l'idée apparaît et on avance. Oui, ils sont allés explorer des champs qui jusque-là n'avaient pas été explorés aussi. Oui, qu'on ne songeait pas à explorer, ou on ne pensait pas qu'il y avait des champs, même. Et j'ai invité Ariel Hada, qui est psychologue, spécialiste des problèmes des enfants et adolescents appelés surdoués. D'ailleurs, vous publiez un livre qui s'appelle « De l'enfant à l'adulte doué, construire sa personnalité » chez Odile Jacob. Un livre qui est tiré de vos consultations. Donc ça part du terrain. Ah oui, absolument. Non. Enfin, des réflexions inspirées par le terrain, mais c'est toujours des bases concrètes. C'est pour ça qu'on est très loin des clichés qui circulent sur les enfants doués, hein. Enfin, ou les adultes doués d'ailleurs aujourd'hui. Oui, c'est très nuancé. Et puis on a tendance d'abord à faire aussi du misérabilisme en disant qu'ils sont malheureux et qu'ils vont être malheureux, alors que c'est un atout. D'être intelligent, c'est un atout. On fait des choses intéressantes. On a une vie plus intéressante quand on est intelligent. On n'est pas malheureux. On trouve sa voie, mais on n'est pas malheureux. Au contraire. Bien reconnus, bien encadrés. Les gosses bien reconnus, bien encadrés, ils sont très très heureux. Oui. Après, il y a tous ceux qui ne sont pas détectés. Oui, alors il y en a qui arrivent à s'en tirer quand même, mais maintenant, à l'école, ils ne sont pas très nourris. Donc, ils sont un petit peu affamés. Ils s'ennuient. Ils s'ennuient, ils sont en manque. Est-ce qu'il faudrait des classes pour surdoués? Alors, c'est un grand débat, parce que pratiquement, concrètement, c'est très difficile. Dans une ville comme Paris, il y a des écoles. Il y a quelques écoles aussi dans les grandes villes, mais on ne peut pas, quand il y a des cars scolaires, on ne va pas emmener des enfants faire 100 km parce qu'il y a une école ou des classes. C'est pas possible pour eux. C'est pas possible. C'est simplement, on saute une classe, on saute 2 classes à la rigueur. Mais il faudrait qu'ils soient alimentés, qu'ils soient reconnus. S'ils sont identifiés, reconnus, et on leur donne, je dis par exemple, à faire des exposés, à faire un travail de recherche qu'ils font avec passion, mais après la maîtresse leur demande pas de l'exposer parce qu'on n'a pas le temps. Oui, donc il y a une frustration ou derrière. Alors ils disent c'est maman qui t'a aidé parce que c'est pas possible que tu aies fait ça tout seul, c'est affreux. Mais il faut les prendre en compte. Mais prendre en compte vraiment. J'ai vu quelque chose qui m'a hérissé, une petite fille. Alors je vais aller au CE2, comme ça. Et la maîtresse dit, elle finit avant tout le monde. Quand tu as fini, tu peux être sur l'ordinateur. Alors comme ça l'intéresse et qu'elle a envie d'être sur l'ordinateur, elle bâcle pour pouvoir aller sur l'ordinateur. Et d'autre part, à son âge, ça n'est pas bon du tout d'aller sur l'ordinateur. Il faudrait qu'elle lise. Il y en a qui disent « lis », alors qu'ils leur donnent à lire des livres. Au moins, c'est déjà ça. Il faut que ça soit reconnu et pris en compte. Dans ce cas-là, ça peut aller. On peut se passer des classes particulières. Il ne faut pas rêver. Ça n'est pas, concrètement, ce n'est pas possible. Mais est-ce que les surdoués auraient besoin d'être avec des surdoués? Ils peuvent l'être pour certaines activités, c'est ce que je conseille. Il y a des associations qui organisent des activités. Il faut, parce qu'ils risquent sinon de ne pas avoir d'amis. Les amis doivent être aussi doués. Alors, ils peuvent avoir des enfants avec qui ils s'entendent bien parce qu'ils font le même sport, donc il y a déjà quelque chose de commun, un intérêt commun. Mais les vrais amis, les doubles, ceux à qui on peut tout dire, qui vous accompagnent, qui sont vraiment proches et avec des liens très très forts, eh bien ceux-là doivent être doués aussi. Sinon, c'est comme dans l'amour. Sinon, ça tourne court. Enfin, c'est fragile, quoi. C'est-à-dire que même en couple, vaut mieux être avec quelqu'un qui a le même profil que vous. Oh oui, absolument.
Ah, absolument, ça je suis formelle. Sinon, sinon il y a des frustrations. On peut pas dire que le couple va se défaire, le couple peut marcher, mais il y aura toujours quelqu'un qui sera frustré, soit l'un, soit l'autre. L'un parce qu'il a la position de ne pas comprendre tout de suite, mettre du temps à comprendre, et celui qui comprend vite s'énerve et essaye de ne pas s'énerver, et doit démontrer ce qu'il a pensé. Il faut tout démontrer, c'est fatigant, c'est pas très pratique, c'est pas confortable. Quels sont les indices qui pourraient, dès la naissance, alerter les parents, s'il y en a ? Alors, les obstétriciens disent que dès la naissance, les bébés ont une vivacité dans le regard, une présence absolument surprenante. Dès la naissance, ils ont quelque chose. C'est vrai qu'on voit des bébés qui ont une intensité dans le regard. On a l'impression... Alors, un bébé, ça connecte à toute vitesse, hein, ça passe, c'est pour ça qu'ils dorment beaucoup, parce que quand ils sont réveillés, ils connectent tout ce qu'ils perçoivent, les mots, les phrases, les bruits, enfin tout ce qu'ils peuvent voir, ils connectent ça à toute vitesse. Et les enfants, les bébés doués connectent très vite, et ça se voit à leur regard, ça se voit à cette qualité qu'ils ont d'être là, vraiment là. Et puis, alors le développement moteur, il y a plus ou moins. Théoriquement, ils marchent tôt, ils parlent tôt, mais ils peuvent marcher tard parce qu'ils ne veulent pas tomber, ça les vexe, donc ils attendent d'être sûrs de ne pas tomber, parce que c'est bon. Ils veulent, je dis quasiment, employer l'imparfait du subjonctif avant de parler, parce que ça les embête, ça fait rire les gens quand ils déforment les mots, quand ils s'expriment maladroitement, les gens rigolent, et ils sont affreusement vexés, donc ils attendent pour parler de pouvoir vraiment construire des phrases correctes. Parfaites. Quoi d'autre ? Qu'est-ce qui pourrait alerter les parents ? La curiosité, l'appétit de vivre, une certaine joie de vivre, un certain dynamisme. C'est pas de l'hyperactivité, mais une certaine intensité dans tout ce qu'ils font. Ils apprécient les bonheurs qu'on leur offre. Mais ils sont pas épuisants. Comme les hyperactifs, par exemple. Oui, les hyperactifs sont complètement épuisants. Non, c'est pour ça que je vous pose la question. Ah ouais, mais ils sont épuisants. Quand on fait un test, ils ne tiennent pas en place. Pour les parents, c'est terrible. Mais c'est terrible, il faut faire quelque chose. On doit faire quelque chose, pas forcément Ritaline à tous les coups, mais quand ils sont jeunes, mais il faut vraiment faire quelque chose. C'est pas le cas des enfants doués, hein. Non, là d'ailleurs ils adorent lire, vous leur donnez un livre, vous êtes tranquille pendant des heures. Hein. Où les parents disent il fait un puzzle de 100 pièces, de 200 pièces, là vous êtes tranquille. Non, les enfants doués, oui, ils peuvent poser beaucoup de questions, mais ils savent aussi s'absorber dans une tâche, ils s'absorbent complètement, et pendant ce temps-là, on les entend plus. Les enfants doués sont le plus souvent dotés d'une maturité d'esprit peu crédible, en décalage avec leur âge. Alors, on appelle ça la dysynchronie. Concept inventé par... Terrassier, Jean-Charles Terrassier. Ouais, la dysynchronie. Alors, lui disait qu'effectivement, il y avait des décalages dans le... Et il parlait surtout du plan moteur. Il y a le moteur. C'est vrai qu'il y en a, ils ont 7 ans, 8 ans, et mettre des lacets, c'est une catastrophe. Ça, ils n'arrivent pas. Heureusement, maintenant, il y a des scratchs, mais avant, ils sont parfois d'une très, très grande maladresse. Et ça, c'est... Alors ça pourrait ressembler à de la dyspraxie, quand même. Oui, mais il y a des échelles. Ça peut être très, très fort. Ils sont dysgraphiques aussi. Il y en a qui sont dysgraphiques, mais ils ne le sont pas tous. Il y en a qui font des dessins merveilleux et qui écrivent très, très bien. Donc, ils pourraient avoir des troubles associés. Ils peuvent avoir des troubles associés, mais forcément, comme tout le monde. Mais là, c'est peut-être plus frappant parce qu'ils ont leur esprit rapide et puis qu'ils en souffrent. Enfin, mais ça s'arrange. Ce sont des choses qui s'arrangent, tandis qu'on ne peut pas devenir plus intelligent. Ces choses, ça s'arrange. Il y a des rééducations, des graphothérapeutes qui s'occupent de l'écriture. Alors c'est ça la dysynchronie. Et on dit aussi que, au point de vue affectif, ils sont moins mûrs. Mais moi j'ai l'impression que c'est parce que justement ils captent beaucoup de choses et ils ont cette sensibilité due au fait qu'ils captent des choses désagréables avec plus d'intensité et qu'ils réagissent avec plus d'intensité. Et ce n'est pas un manque de maturité, parce qu'ils sont très mûrs dans leur raisonnement.
Et quand il arrive des catastrophes, de maladies, ou même de séparation de parents, des choses comme ça, ils ont des réactions d'une maturité fantastique. Parce qu'ils ont anticipé. Oui, ou même sinon, pas anticipé, quand c'est des maladies, par exemple des frères et sœurs, ou leur propre maladie. Quand les enfants sont malades, leur propre maladie, ils la gèrent de façon surprenante. Ou la maladie des parents, ils sont là, ils sont présents, ils ont un contrôle de leur affectivité à ce moment-là. Ils ne se répandent pas du tout en pleurs. Mais ils ont cette hypersensibilité qui fait qu'ils sont vite blessés. Mais finalement, ils ont une maturité qui n'est pas du tout en conformité avec leur corps, quoi. Non, voilà, avec leur âge, avec leur âge, oui. Oui, et puis, c'est-à-dire qu'ils anticipent. S'ils ont raté quelque chose, ils voient les catastrophes que ça peut être. Tandis que les autres disent, c'est pas grave. Voilà, il y a quelque chose qui ne réussissent pas, ils disent, ça n'est pas grave. Eux, ils anticipent les conséquences de quelque chose qui ne va pas. Et ils voient plus loin, et en plus, quand ils anticipent les conséquences, c'est rarement joyeux. Ils anticipent plus volontiers le drame. Pessimiste ? Non, ils sont pas très confiants. Ils sont plus réalistes que lucides. Ils ont peur. Par exemple, on va dans un endroit qu'on connaît pas. C'est comme si on partait dans une expédition au pôle Nord. Ils sont méfiants. Ils envisagent tout ce qui peut arriver, toutes les catastrophes. Oui, toutes les catastrophes. Ils envisagent tout ce qui peut arriver. Il y a toujours d'intensité, il y a toujours une espèce d'exagération. Aussi bien dans le bonheur, dans la joie, mais dans cette anticipation des catastrophes. Alors vous dites que la phrase que vous entendez souvent en consultation, c'est « ma vie professionnelle est chaotique ». C'est une phrase quasi rituelle que vous disent les adultes qui viennent vous voir en consultation. Ça veut dire quoi, ça ? Alors, souvent, ce sont des gens qui sont doués pour beaucoup de choses et ils ont besoin d'explorer des secteurs. Alors, ils accumulent les diplômes. Comme ils passent, s'ils ont l'esprit un peu scolaire, ils passent facilement, ils ont une bonne mémoire, ils savent travailler, ils passent facilement beaucoup de diplômes. Ils ont des quantités de diplômes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Ils sont attirés par beaucoup de carrières et puis ils s'ennuient. Ils commencent et ils s'ennuient. Donc, ils changent. Et ils changent, et ça donne une vie professionnelle chaotique parce que ils changent de travail, parfois ça se passe mal parce que ça s'est mal passé avec les autres, avec les collègues, mais aussi beaucoup d'ennuis. Quand ils se disent que ça va être comme ça, et au début il y a la nouveauté, ils sont stimulés, et puis après il y a une routine. Et s'ils se disent mais ça va être comme ça éternellement jusqu'à la fin du monde, ça n'est pas possible. Alors, c'est pas qu'ils veulent prendre la retraite plus tôt, au contraire. Ce sont des gens qui auraient plutôt tendance à travailler au-delà de la retraite, parce que ce qu'ils font les intéresse, ils n'ont pas du tout envie d'arrêter. Donc c'est pas ça, c'est simplement qu'ils s'ennuient. C'est routinier, c'est répétitif, ils n'en peuvent plus. Ils ont besoin d'être stimulés, en fait. Ils ont besoin d'exercer leurs neurones. C'est comme des muscles qu'on n'exercerait jamais. On a envie de les exercer. C'est comme on ne marcherait jamais. On a envie de marcher, on a envie de s'étirer, on a envie de faire des choses comme ça, d'exercer ses muscles. C'est pareil. Ils ont besoin d'aller de l'avant, de trouver des choses, d'innover. Et si le travail ne leur offre pas ça, donc ils changent, ils s'en vont. Et après, quand vous entendez, ils ont la quarantaine, ils ont fait, 5-6 métiers, il n'y a aucun rapport. À un moment, j'en voyais, ils finissaient fleuristes. Ils avaient fait HEC, ils finissaient fleuristes parce que ça leur plaisait. Et c'était finalement toujours ça ce qu'ils avaient voulu. Mais est-ce que ça fonctionnait ? Est-ce que ça marchait ? Ah oui, ça fonctionne. Est-ce qu'ils arrivaient à en vivre ? Oui, parce que comme ils sont quand même intelligents, ils ont prospecté le marché pour savoir si là où ils veulent s'installer, ça va marcher. Oui. Why not ? Oui. À un moment, j'en ai vu plusieurs comme ça, parce qu'il y a une formation, on ne devient pas fleuriste comme ça. Mais il y a des modes, de toute façon, en plus. Mais ils prospectent, ils voient si ça va marcher, ils aiment, c'est une passion, mais ils ont fait des grandes écoles. Alors l'avantage, c'est que quand ils ont fait une grande école, on leur accorde plus facilement des prêts. La banque leur accorde plus facilement des prêts parce que derrière, il y a une grande école, Polytechnique, ou n'importe quelle grande école. Donc on leur ou l'ENA, enfin.
Et la suite est dans votre livre, De l'enfant à l'adulte doué, construire sa personnalité, chez Odile Jacob. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur toutes les plateformes qui reprennent l'émission. Puis vous verrez la captation de cette émission sur notre chaîne YouTube. Merci Ariel d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.